À quelques jours du concret extraordinaire de l'IDPS prévu du 10 au 14 décembre à Kinshasa, les secrétaires du parti présidentiel aukistin Kabouya nous fait savoir et journal a désigné une commission des 132 membres chargés de revoir en profondeur le statut du mouvement. En réaction, écrit info.cd, Deo Bizibou dénonce les gonflements des effectifs des commissions et des effets des commissions et des infiltrations selon ces médias en ligne. Le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives de l'UDPS Deo Bizibou est monté au créneau pour contester les récentes décisions de son titulaire. La coalition Lamouka exige l'amélioration du secteur des transports en République démocratique du Congo, selon Prince Pengue, relayé par la percée. Bien qu'ils payent pour se déplacer, les Congolais perdent la vie chaque jour entre les secteurs volants, roulants et flottants à cause de l'irresponsabilité d'urgence. Et puis ces rapports annuels de GED, journaliste en danger, qui dresse un constat sans appel selon actualité.cd. D'après ces rapports, la RDC demeure l'un des pays les plus dangereux du continent pour les journalistes, malgré une nette baisse du volume global des violences sous Félix Tshisekedi par rapport à l'ère de Joseph Kabila Kabange. Sur les cas les plus graves, souligne Congo Nouveau, la tendance est toujours inversée. Entre 2001 et 2018, 15 journalistes ont été assassinés et déportés disparus sous les régimes Kabila, contre 12 tués et 14 disparus de 2019 à novembre 2025 sous Félix Tshisekedi, soit un rythme annuel presque double pour les homicides et disparitions sur une période 2 fois plus courte, déplore les hebdomadaires. Contrôle parlementaire, 3 ministres attendus ce lundi à l'Assemblée nationale. Selon Info 27, l'information a été communiquée par les rapporteurs du bureau de la Chambre basse du Parlement. Coopération, la RDC et les Qatar rapportent la prospérité, ont procédé à un réagissement stratégique de leur coopération par la signature des 6 accords bilatéraux. Cette dynamique inédite s'est concrétisée vendredi dernier à l'occasion de la visite officielle à Kinshasa de l'émir qatari, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Mesdames et messieurs, ces grandes tribunes, merci d'être là, de nous suivre régulièrement. Nous avons l'honneur de recevoir encore une fois sur ces plateaux Monsieur Marius Moubalama. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. L'honneur est pour moi, monsieur le journaliste, de la considération que vous ne cessez d'apporter à ma modeste personne et l'invitation que vous ne cessez toujours pas de me lancer en fait de venir participer à ces plateaux aussi responsables, républicains, pour partager nos idées et pourquoi pas amener notre pierre à l'édifice en fait de construire la paix. Parce que vous savez que nous n'avons pas la paix et cette paix-là doit être construite. Okay. Et chaque Congolais doit apporter sa pierre à l'édifice pour que cette paix-là, la paix que nous cherchons, soit une paix solide. Monsieur Eri est avec nous également. Bienvenue. Merci beaucoup. Mes salutations à tous ceux qui vont nous suivre. Et salut mon ami et frère Marius, ami de longue date. Très bien. Salut également. Vous n'avez pas terminé alors. Oui. Vous aviez beaucoup de choses à dire apparemment. Merci. Alors, comme vous avez la parole, est-ce que vous avez un avant-goût? Je sens que M. Marius a beaucoup de choses à nous informer ce matin. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Un avant-goût, c'est par rapport à la guerre à l'est de la RDC. Bon, on en parle. Un message de paix que nous allons passer à nos frères et sœurs qui sont à la partie de l'est de la République du Congo, dans les zones sous occupation de l'armée étrangère. Nous leur réconfortons, nous leur souhaitons beaucoup de courage. Et nous sommes de guerre avec eux par rapport à tous ceux qui sont en train de traverser là-bas.
Là, je pense à des filles qui sont violées tous les jours. Je pense à des mamans qui sont violées tous les jours. À des frères, à des mères, à des pères, à des grands-mères, grands-pères qui sont tués violemment, assassinés, qui sont forcés à l'exil et au déplacement. Tous les jours sont en mouvement, je partage leur douleur et je le porte dans mon cœur de même. Et aussi à certains frères qui sont victimes des inondations à cause d'une mauvaise gouvernance criante de la ville province de Kinshasa par M. Daniel Bumba qui a montré ses incapacités de pouvoir gérer la ville de Kinshasa. Vous savez, quand on vous finance à l'auteur de 200 millions de dollars pour l'assainissement de la ville, et qu'à chaque fois qu'il y a pluie, la ville de Kinshasa vomit des tonnes et des tonnes d'immondices, alors que le problème de l'assainissement, avec l'argent que Daniel Bumba a reçu de l'Union européenne, aujourd'hui, l'assainissement de la ville de Kinshasa peut être capitalisé. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui qui importent les déchets, qui vivent de ces déchets-là. Alors, les déchets que produit la ville de Kinshasa peuvent être capitalisés économiquement et on peut être même parmi les pays importateurs des déchets. Donc tout dépend de la vision, de la bonne gouvernance. Et bizarrement, nous avons des députés, des sénateurs, des autorités. C'est silence radio, mais c'est répétitif. On ne comprend plus rien. Est-ce que la ville de Kinshasa est vraiment gérée? C'est là la plus grande question. Vous savez, nous, à notre époque, quand on était encore à l'université, des fois, on s'est retrouvés. On parlait de la gestion du pays. On parlait, par exemple, on pouvait toucher les secteurs économiques, des secteurs diplomatiques, des secteurs juridiques, des secteurs de l'économie, des secteurs de finances. Et tout le monde pouvait intervenir dans ces débats-là. Là, vous allez voir les amis étudiants qui étaient dans la faculté des droits intervenir dans tel. Donc, on partageait la vision du pays. Mais c'est là que l'élite doit sortir. D'accord? Mais quand vous prenez des gens qui étaient hier des commerçants, d'accord? Et aujourd'hui, ils se retrouvent aux affaires. Hier, qui étaient quoi, je ne sais pas moi quoi. Donc, les gens qui ne murmuraient même pas la gestion de la ville, la gestion de l'État, et ils se retrouvent aujourd'hui par horoscope, parce qu'ils ont les moyens, ils ont des relations, ils ont ceci et cela. Donc, le clientélisme et le népotisme, tout ça, quand ça se retrouve, et puis, ça leur propulse. D'accord? Mais vous, dont la seule aspiration que vous avez, c'est la gestion de l'État, de promouvoir la bonne gouvernance. C'est quoi la responsabilité de la population qui observe l'incapacité de l'autorité? Mais non. Même, vous savez, même la population elle-même commence à réquiser même, d'accord, ses élus. Parce qu'on ne le sait pas, on ne le voit pas. Je ne sais pas dans ce plateau ici, qui connaît le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa? Il a quel visage? Personne ne le connaît. Est-ce qu'il y a réellement contrôle de la gestion dans la ville de Kinshasa? Parce qu'il y a un ministre, le ministre Jésus Noël Chege. Je vais citer par rapport à la campagne qu'il a lancée, Tosa Obika. Non, en fait, Tosa Obika, c'est d'une brutalité criante. Tosa Obika. Tosa Obika, c'est du pire Koulouni, c'est du Koulouna ça. Donc on ne peut pas gérer un pays du jour au lendemain, au lalaki boy, au ronflé, au lamou qui maman, Tosa Obika. Tosa Obika veut dire quoi? Nous ne sommes pas dans la gestion d'une armée, on gère la cité, on gère des citoyens. Même les messages de la campagne peuvent avoir un impact, d'accord, sur l'aptitude de la personne sur qui vous êtes en train de lancer la campagne. Parce que Tosa Obika, c'est un concept. Mais comment les gens interceptent ces concepts-là? Comment est-ce que Bazoko a analysé en haut? Comment est-ce qu'ils le conçoivent? Quel comportement vous attendez de votre campagne Tosa Obika? On peut consacrer tout un magazine sur la gestion de la ville parce qu'apparemment, on ne sait pas d'où viendra les secours cette fois-ci. Les secours viendra de l'Assemblée provinciale. Les courants. Viendra de l'Assemblée provinciale. Les transports. Les demi-terrains. Ça ne cesse toujours pas malgré la campagne Tosa Obika. Les bourgmestres, qu'est-ce qu'ils font ces gens? L'état des routes, n'en parlons même pas. Je ne sais pas. À un moment, je me dis que Dieu nous aide seulement. Alors, non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Mais comment on va en finir comment? On a l'impression que la ville est c'est compliqué. Monsieur Marius. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord, de prime abord, saluer
le vent nouveau qui est en train de souffler au niveau de la direction générale de recettes de Kinshasa de GRK. Avec l'avènement des nouveaux chargés de mission, M. Passy Kadja, un jeune qui est en train de vraiment de changer les choses. Et je salue ici sa première réalisation. En tout cas, la mission pour laquelle il a été nommé à ce poste, les assignations qui ont été les siennes, il les a dépassées avec succès. Il a réalisé ce qu'aucun responsable de cette structure provinciale n'a jamais réalisé. Et c'est là, vous savez que la DGRK a plusieurs assiettes fiscales, mais il n'a pas touché à toutes les assiettes. Il a utilisé, c'est pas moi, 2 ou 3 seulement, sur lesquels il a insisté, et là, il a mobilisé des fonds pour la ville. C'est un monsieur à féliciter. C'est l'un des rares jeunes de l'IDPS qui se distingue aujourd'hui dans les domaines de finances publiques. Ça, c'est Marius Sombala. Non, moi je suis de l'opposition. Très bien, ouais? très bien. Je suis républicain. Quand je vois quelque chose de bien, il faut apprécier. Sûrement. Notre rôle, c'est de voir, critiquer, donner des propositions. Mais quand il y a de bonnes choses, nous avons cette obligation morale de les dire. Je félicite le chargé de mission de la DGRK, M. Passy Kadja, et je le conseille de continuer sur cette lancée. Et ici, j'en appelle à l'État de l'accompagner, mais également à la population qui sont des assujettis avec, par exemple, ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier. La population doit comprendre que c'est grâce à nos impôts que nous pouvons construire la ville. Monsieur Ayer, il vient de fustiger ici. Ils doivent mettre les moyens pour la sensibilisation. S'il vous plaît. Effectivement, il doit mettre les moyens pour la sensibilisation. Il doit comprendre que pour que la population, M. Passy Kadja, l'accompagne dans cette démarche-là, pour qu'il puisse réaliser plus de performances, parce qu'il peut aller jusqu'à 10 millions de dollars pour la province. C'est pourquoi ici, la population doit l'accompagner et cela passe par une sensibilisation. Je vais revenir sur un élément très capital sur lequel M. Ayer venait de marteler. Tosa Obika. Il faut savoir une chose, la population qui nous suit, que les impôts et les taxes ont une contrepartie. Le service public. Quand on nous dit Tosa Obika, c'est comme si on est en train de dire à la population que vous avez seulement des obligations, vous n'avez pas de droits. Et vous devez donner ce que l'État attend de vous. Mais vous n'avez rien à réclamer auprès de l'État. C'est ça. Donner. Mais nous, l'État, nous ne donnons rien en contrepartie. Tosa Obika, c'est insulter la population. Vous dites Tosa Obika pendant que la population paie les impôts, paie les taxes que vous demandez, mais en contrepartie, vous ne donnez pas la route, vous ne donnez pas l'eau, vous ne donnez pas l'électricité. La population vit dans l'insécurité totale et un ministre provincial vêtu de la responsabilité publique vient dire Tosa Obika. C'est de la brutalité, c'est du colonisme institutionnel. Ça, c'est du colonisme institutionnel. Ce que nous voyons sous les arbres de 10e rue, c'est ce qu'on veut nous amener dans les institutions. C'est-à-dire quoi? Mais c'est là où le terme Tosa Obika a commencé. Mais c'est du Koulouna, non? Ça a commencé à l'IDPS. Si on les gouvernements... par les Koulouna, je ne parle pas des DPS, différemment de Marius, mais c'est les jargons tout autour des gens, des enfants de la rue. Hein? Même quand on vous barricade la route, on vous attrape comme ça. Ne résiste pas, tu dois... Vieux Tosa Obika. Bien machette, quand vous parlez ça, on vous montre la machette. C'est du colonisme. Donc ça, c'est du colonisme. Donc la meilleure façon de sensibiliser la population, c'est quand la population paye le vignette, paye l'impôt, paye les taxes, à contrepartie, la population voit qu'il y a des routes. Je fais une chose, excusez-moi vraiment, juste par là. À Kinshasa, on peut réhabiliter toutes les routes que nous avons à Kinshasa, mais ça n'aura jamais, ça sera jamais une solution pour en finir avec les embouteillages. La population, elle est totalement, elle évolue de façon arithmétique. Et donc, il faut développer d'autres voies de communication. Par exemple, sur le lac, sur le fleuve, il faut mettre des voitures pour faciliter les navettes entre le centre-ville, Njili et l'aéroport, entre le centre-ville et Kinsuka, Magasin, tout ça. Mettre aussi les traits urbains. Ce sont là, quand il y a au moins 3 voies de communication, vous allez voir que la demande de transport sur la route va diminuer et les embouteillages,
il y aura fluidité de demande circulation. les moyens. Et tout ça, l'hôtel de ville a des moyens, monsieur les journalistes. Mais malheureusement, souvent quand il y a paiement de vignettes, c'est... Chutez, s'il vous plaît. Ok, on peut passer alors à Merci beaucoup. Alors, ça, Doha, opposition moratoire. Quelle prochaine gouvernance politique en République démocratique du Congo? La première question, c'est lié aux négociations. Je voudrais accorder 5 minutes de manière ramassée parce que vous venez de terminer. Je voudrais bien laisser la parole à M. Eri de nous faire un peu un condensé sur la situation sécuritaire aujourd'hui en République démocratique du Congo. On retient exactement quoi? Par rapport aux accords du Doha, c'est ça? Oui, la sécurité en soi, est-ce que ça avance ou on est entre l'enclume et les marteaux? Bon, en fait, d'un côté, on voit la volonté du gouvernement, d'accord, de pouvoir accéder, d'accord, au préambule, si je peux dire, hein, des accords qu'il y a eu à Doha, notamment l'ouverture de l'aéroport de Goma. C'est que moi je fustige d'ailleurs. Moi je ne peux pas accepter que l'aéroport de Goma puisse être ouvert parce que ça va favoriser beaucoup de trafics que le gouvernement ne saura contrôler. Ah oui. D'accord. Le gouvernement est favorable pour accéder à cela. Mais moi, je ne le conseille pas au gouvernement de pouvoir accéder à ça. C'est un couloir humanitaire. Le couloir humanitaire, mais est-ce que le gouvernement aura... Vous l'intention de ravitailler... Bien évidemment, les ravitaillements en hommes, en armes, des rebelles. Qui contrôle, non, mais ça s'est fait, mais à un rythme amoindri par rapport si aujourd'hui on ouvrait l'aéroport de Goma. Il y aura les transports des matériels et tout qui va se faire là-bas. Les trafics qu'il y aura dans l'aéroport, on ne saura pas les contrôler. Et aussi, mais le gouvernement quand même a donné l'écho favorable par rapport à cela. Et la liste de détenus qui doivent être relâchés, le gouvernement est en train de travailler par rapport à ça. Mais sur le terrain, c'est là où nous avons... les hostilités continuent. Parce que les M23 venaient de prendre encore une autre localité, Bahima, qui est un peu plus proche, qui pourra ouvrir la voie vers l'Ubutu vers Kisangani. Pourquoi c'est non-respect des textes? Mais une fois on avait déjà analysé ici, ce sont des rebelles. Les rebelles, ce sont les hors-la-loi. Hein? Les rebelles, ce sont des gens, des révoltés. Mais dans le mauvais sens alors. Les rebelles, ce sont des gens qui ne respectent rien. Donc ils sont ce sont des hors-la-loi. C'est ces comportements-là qui s'affichent. Donc les négociations par rapport à... Il n'y a pas une mesure contraignante où on peut dire... Mais jusque-là, il n'y a pas de mesure. Mais jusque-là, les accords de Doha, c'est une démarche triquée. Dès le départ, non, c'est une démarche triquée. Moi, je traite des démarches triquées. Avant, on avait félicité les intentions. D'accord. Mais au profit de ceux qui exploitent le Congo, de ceux qui bénéficient des minéraux de l'Est du pays. D'accord. Au profit de ceux qui occupent aujourd'hui l'Est du pays, au profit de ceux dont cette occupation profite. D'accord. Soyons clairs par rapport à cela. Parce que pendant tous ces temps de négociation, il y a l'exploitation des minéraux. D'accord. Il y a des exactions des droits humains. Il y a des violations des droits humains. D'accord. Les populations sont forcées de pouvoir se déplacer d'une localité à une autre pour un remplacement de la population. D'accord. Il y a toutes ces activités, tous ces actes qui sont en train d'être posés dans ces zones sous occupation. Et vous pensez qu'on doit recommencer les négociations? Non, à ce stade, avec peut-être un nouveau concept. Tout dépend de l'attitude des négociateurs. D'accord. Tout dépend de l'attitude des négociateurs et de nos attitudes nous-mêmes. D'accord. Sur la table de négociation, quelle attitude vous prenez? Et qui négocie? Et il négocie quoi? Est-ce que les accords ont été déjà conclus en avance, avant les négociations? Et qui sont les représentants de la RDC? Et qui sont les représentants? Ils ont quelle qualité? Tout ça. D'accord. Leur niveau, leur cursus et leur cursus politique doit être déballé pour qu'on sache qui négocie pour la RDC.
D'accord? Et on doit avoir des lignes rouges à nous qu'on ne peut pas franchir par rapport à certaines recommandations. Parce que, croyez-moi, cher Daniel, parce que le projet de l'accord qui m'a été envoyé, que moi j'ai lu et j'ai analysé, ce n'est pas l'accord entre un pays et un groupe rebelle. Oh, ok. C'est un accord purement entre des États. Effectivement. À Doha. Bien évidemment. Non, monsieur. ça je vous dis, je peux vous les partager. L'accord, le projet d'accord, bon, entre guillemets, le projet d'accord que moi j'ai D'où lu, vient ces rapports qui m'a de été force où envoyé, On a l'impression qu'on a qui m'a été envoyé, c'est loin d'être un accord entre un groupe rebelle et un État. Il est Et revendique au-delà de leur- là, je voudrais même fustiger la déclaration d'Emmanuel Macron qu'il a fait, je crois, avant-hier, là où il a parlé il reste d'ailleurs, une minute. d'ailleurs, Kinshasa, le gouvernement, en fait, il a dit Goma, Kinshasa est favorable pour la ouverture des Goma. On dirait... On dirait des États. Je ne sais pas si si le porte-parole du gouvernement a compris cette communication d'Emmanuel Macron. un langage codé. Et c'est un langage codé, on peut dire. Donc, il traite Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, et Goma, il est traité D'être en face de Goma notre gouvernement. d'être en face de notre gouvernement. Quand j'ai analysé ces accords, mes analyses par rapport à ces accords et mes conclusions, quand j'ai entendu Macron dire ce qu'il avait dit là, mais ça m'a interpellé. Comment il peut le mettre? C'est comme si c'était des États. C'est un langage diplomatique. Non, un langage diplomatique ne voudrait pas que vous puissiez traiter des groupes rebelles d'un État. Il les a légitimés. Donc, en fait, l'attitude de la France a toujours légitimé l'occupation et l'exploitation de minerais et le pillage. L'attitude de la France a déjà légitimé ça. Mais nous, on ne peut pas fermer notre gueule par rapport à cette attitude de la France, à cette attitude du président Macron. Pourquoi? Pour soi-disant 1 milliard de dollars et demi qu'il a mobilisé en faveur des sinistrés. La population de Goma et de tous les États du pays n'ont pas besoin de ces milliards de dollars. Le besoin que la population ressent aujourd'hui, c'est le besoin de la paix. C'est le besoin de la paix. C'est le besoin de la paix. Parce qu'à Goma, les gens ne vivent pas des aides. Non, ils vivent des produits de leur travail. À quoi fait aboutir la démarche de Doha? Non, mais c'est un accord mort. Très bien. C'est un accord mort. Le gouvernement doit mettre le moyen sur l'aspect purement militaire. Ce n'est que la voix de la force que Kagame peut écouter. Très bien. Monsieur Marius, votre réaction, et puis on est sur Doha, vous avez toujours une posture de... Vous n'avez jamais rêvé voir une fumée blanche de ce côté-là. Est-ce que ça a changé ou vous restez encore très sceptique? Vous comprendrez par là que le temps est le meilleur allié de la vérité. En d'autres termes, le temps est le meilleur allié de Dr Denis Mukwege. Docteur Denis Mukwege encore. Mais oui, l'accord de principe a été signé le 25 avril. Accord de principe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. A été signé le 25 avril 2025. 2025. À la veille, donc dis-moi, le 26 ou le 27, Dr Denis Mukwege avait fait un communiqué officiel pour dire aux Congolais que l'accord de principe qu'on vient de signer ne va pas nous amener à avoir un accord de paix avec le Rwanda. On ne nous avait pas cru. Nous avions été traités de novices politiques. On nous a traités de jaloux. Les gens sont allés même aux antipodes dire que nous, Mukwege, avec notre leader, nous profitons de la situation de crise. Et pourtant, nous avions été objectifs, réels. Nous avions dit que ce qui était écrit dans l'accord de principe ne va pas dans le sens de nous amener dans une situation de paix durable. Surtout que la logique du médiateur américain nous amenait dans un conflit qui était bilatéral. Un conflit entre la RDC et le Rwanda. Et pourtant, Mukwege n'a cessé d'insister que le conflit avait une dimension à la fois régionale et internationale avant d'être un conflit interne. Avant qu'on arrive à la signature de l'accord de principe, Dr Denis Mukwege avait conseillé au gouvernement de ne jamais aller en négociation avec le Rwanda, moins encore avec le M23.
Mais ce qu'il faudra faire, il fallait travailler pour revitaliser l'accord d'Addis Abeba, parce qu'au moins l'accord d'Addis Abeba prenait de façon globale et traitait la crise à la source. Un accord qui avait déjà démontré ses limites parce qu'il n'a jamais été respecté. L'accord n'a jamais démontré ses limites. D'ailleurs, l'accord avait montré ses preuves en 2013. La M23 a été défait quand le gouvernement congolais avait pris une petite conscience là de mettre fin aux hostilités. Et la M23 a été défait en 2013 par le FARDC. C'était dans la logique de l'accord d'Addis Abeba dont la RDC avait pris l'engagement de mettre fin à tous les groupes armés qui évoluent dans son territoire. Et parmi les groupes armés, il y avait la M23 qu'on avait défait et on avait débouté hors de nos territoires. Monsieur l'a dit, Kagame et consorts ne respectent jamais. C'est ça que je suis en train de dire. Donc l'accord d'Addis Abeba a été mis à côté. A été violé par le gouvernement de notre pays, par le Rwanda et tous les pays frontaliers. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous agresse. Nous avons l'agression rwandaise, les militaires rwandais sur notre territoire. Nous avons aussi, il y a aussi le pillage systématique de nos ressources naturelles, particulier les minerais stratégiques, qui sont vendus à travers le pays frontalier, dont la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et consorts. Les rebelles, quand ils entrent sur notre territoire, ils passent par l'Ouganda. La M23 est venu par l'Ouganda. Et pourtant, il y avait les dossiers sur les... Et pourtant, messieurs les journalistes, dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, tous les pays frontaliers, dont le Rwanda et l'Ouganda, avaient pris l'engagement de ne pas apporter aucun soutien aux groupes armés évoluant en RDC. Et une fois des militaires, des rebelles s'enfuient dans leur territoire, sur leur territoire, ils arrêtent et ils remettent aux soins de la RDC pour que la RDC puisse les juger. Mais tout ça n'a jamais été respecté. Et donc c'est pourquoi Mukwege insiste sur la revitalisation de l'accord d'Addis Abeba. Pourquoi je parle de l'accord de principe? Est-ce que cet accord est encore d'actualité aujourd'hui? L'accord... Nous sommes à Doha, nous sommes à Washington, oui, nous merci. sommes en Afrique. Merci pour me relancer. Je voudrais y en arriver. Allez-y. Vous demandez si l'accord est d'actualité. L'accord est d'actualité d'autant plus que l'accord d'Addis Abeba, d'autant plus que le mécanisme national de suivi est en œuvre et fonctionnel à Kinshasa. S'il vous plaît. Et tout ce que M. Eri a fustigé, les accords signés entre la RDC et la M23 à Doha, tout ce que le mécanisme national de suivi devrait faire, ce sont des attributions maintenant qu'on a signées avec le M23. Il fustige, et je suis d'accord avec lui, qu'il y ait des accords entre le gouvernement congolais et le M23. C'est comme si ce sont des accords entre deux États. Ce sont les accords que nous avions eus entre la RDC, dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, entre la RDC et d'autres États. Là, maintenant, la RDC vient de faire une fausse analyse, une erreur stratégique grave, d'avoir presque les mêmes accords avec les rebelles. On ne peut pas parler de l'accord d'Addis Abeba de Doha sans parler de l'accord de paix signé le 27 juin à Washington. L'accord du 27 juin de Washington, l'accord de paix, est venu baliser, n'est-ce pas, la route pour les accords de paix, pour l'accord de Doha. Dans l'entretemps, à Washington, Mme Kaikwamba, qui est allée négocier ces accords-là avec le Rwanda, a lavé le Rwanda, a changé notre narratif à l'interne. Non, c'est une attitude de négociation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur Denis Mukwege s'est battu pour que le gouvernement congolais puisse avoir la résolution 2773. Laquelle résolution sur laquelle on devrait s'attenir. On devrait se battre pour que ça soit mis effectivement en œuvre. Cette résolution qui vous demandait à ce que qui est cessé l'effet immédiat et sa condition, demander le retrait immédiat et sa condition du RDF, donc l'armée rwandaise, et du M23 sur le sol congolais, mais également le démantèlement de toutes les administrations parallèles mises en œuvre par Nanga. Okay. Ça veut dire que la résolution reconnaissait tacitement la présence du RDF sur notre territoire, demander la démolition, l'abolition systématique du M23. Mais quand Kaikwamba est allé à Washington signer les accords, notre narratif, ce qui nous a permis d'avoir cette résolution-là, un instrument juridique très fort sur le plan international pour coincer le M23, elle est allée dire là-bas que le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC.
Et il faudrait qu'il a légitimé la présence du RDF. Et dans l'accord, on dit que non, le RDF doit entrer sur notre territoire, mettre en place un mécanisme conjoint de suivi, un mécanisme conjoint de sécurité pour traquer et neutraliser l'FDLR. Et pourtant, le chef de l'État, lors de son passage, n'est-ce pas, à New York, conférence, Assemblée générale de l'ONU, a dit tout haut que les FDLR n'existaient pas sur notre territoire. Et donc, à Washington, nous avions dédouané le Rwanda, nous avions ignoré la justice par rapport aux Congolais. Ignorer la justice, non. Non, j'ai dit à Washington, s'il vous plaît, Ignorer la justice. Laissez-moi réfléchir. Ignorer la justice. Nulle part on a parlé de la justice à Washington. Plusieurs fois, le gouvernement est revenu sur cette histoire. Parler de la justice, c'est en dehors de ce qui est dans le texte. Moi, je m'attends à ce qu'ils avaient signé dans le texte. Aujourd'hui, le gouvernement vient de faire une erreur systématique. C'est-à-dire quoi? Docteur Denis Mukwege, à son temps, il leur avait dit de ne jamais négocier avec l'M23 parce que l'M23 était un groupe terroriste. Négocier et avoir des accords avec un groupe terroriste à Doha, c'est légitimer l'M23. Donc, ce n'est plus un groupe terroriste, ce n'est plus un groupe armé étranger, mais ça devient un groupe de Congolais qui mène une rébellion légitime. En un mot, les négociations de Doha. Ça veut dire qu'à Doha, il n'y aura pas un ici de sortie. Au contraire, Doha est venu donner le temps au M23. C'est un ouf de soulagement au M23 parce que ça va permettre au M23, AFC, de s'organiser autrement. Ils sont en train de bien asseoir leur administration. Vous savez que déjà, c'est compliqué. Le M23 est en train de recruter les magistrats dans les nord et les Sud Kivu. Ça a été anéanti. Anéanti par qui? Parce que ils sont en train d'organiser. S'il vous plaît. C'est ça le grand problème. Ça veut dire que ça te choque. Vous êtes choqués. Autant que moi, je suis choqué. Que les rebelles recrutent des magistrats. Pourtant, ça, c'est un domaine de souveraineté nationale. C'est pour vous dire que la souveraineté de notre pays est largement violée par le M23, par le Rwanda. Parce que le M23, c'est le Rwanda. Il faut toujours parler du Rwanda. Parce que le M23 n'existerait pas s'ils n'ont pas le soutien du Rwanda. Et donc, les sanctions qui tombaient sur le Rwanda, parce que les gens disent qu'il n'y avait pas eu de sanctions. Les sanctions pour lesquelles Mukwege a travaillé contre le Rwanda allaient dans le sens d'asphyxier le Rwanda. Et si on était resté sur cette ligne-là des sanctions contre le Rwanda, le Rwanda allait reculer. Et du coup, l'M23 allait manquer les ressources, les moyens nécessaires pour tenir sur le terrain. Mais nous avions, j'ai fini, nous avions abandonné cette dynamique-là pour aller à la négociation à Doha avec Kagame. Et ça, c'était terrible. C'était une grande déception pour les partenaires de la RDC. Doha, opposition moratoire. Quelle prochaine gouvernance politique en République démocratique du Congo? Alors, messieurs Eri, je voudrais revenir par rapport à la classe politique actuelle. L'attitude que le pouvoir et l'opposition face à face ont par rapport à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Comment vous jugez cette opposition? Voilà. Monsieur Daniel, permettez-moi, avant de répondre à votre question, de pouvoir faire d'abord une mise en garde au président Emmanuel Macron par rapport à ses dires sur l'Est du pays. S'il vous plaît, je voudrais répéter le mot qu'il a prononcé. Allez-y. Je note qu'aujourd'hui, l'effort n'a pas été fait par les M23 et ceux qui contrôlent l'aéroport de Goma pour permettre sa réouverture. Alors que même les conditions administratives ont été déjà mises en place par la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on comprend par là? Il parle de l'AFC et ceux qui contrôlent l'aéroport de Goma, qui contrôlent l'aéroport de Goma. Et l'administration. Pourquoi ils sont en train de séparer les groupes qui contrôlent l'aéroport de Goma et l'AFC M23? Ils séparent. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, l'aéroport de Goma est contrôlé par Kigali. D'accord? Et maintenant, il dit, alors que les conditions pour sa réouverture ont été déjà mises en place par la République démocratique du Congo. On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qui contrôle la région? Pour lui, qui contrôle l'aéroport? L'aéroport de Goma. Qui? Que le président Macron puisse être clair par rapport à cela. Parce que c'est choquant. On ne comprend pas les dires d'Emmanuel Macron. L'AFC est ce qui contrôle l'aéroport de Goma et il considère que Kinshasa, non, pas Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et Goma, et l'aéroport de Goma fait partie de quelle république?
D'accord? Parce qu'on a vu le geste belliqueux du président kenyan de pouvoir nommer un émissaire au niveau de Goma. D'accord? Tout ça, non. Tout ça, ça doit être pris en compte. On ne peut pas badiner parce que les frontières ne sont pas toujours tangibles. Vous savez, cher Daniel, dans l'évolution des sociétés, dans l'évolution des communautés, les doubles, même malgré les doubles langages de ses partenaires, alors on s'en fout, on avance dans les vides comme les temps. Dans la théorie de l'évolutionnisme, vous devez savoir que ce ne sont que le plus violent qui résiste au changement. Mais dans ces cas la République démocratique du Congo doit tenir bon. Dans une posture de faiblesse? Non, parce que les frontières ne sont pas toujours intangibles. D'accord? Tout peut être remis en cause à tout moment si les gens constatent votre faiblesse. D'accord? Si les gens ont déjà découvert votre talon d'Achille, on doit être très sévère par rapport à certaines déclarations. Il ne faut pas les laisser 24 heures, 48 heures comme ça dans le média. Le président Macron sait ce qu'il a dit. Il sait le pourquoi il a dit. Comment il peut séparer Goma et la République démocratique du Congo? C'est que Goma est reconnu au niveau international comme une autre entité. Non, sur le plan sécuritaire, par rapport à on sait que non, s'il vous plaît. La conférence de Paris, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui était appelé là-bas pour représenter la RDC. Cela veut dire qu'il représente tout le Congo dans toute son entièreté. Mais pourquoi dans son discours, il peut disséquer Goma et le groupe qui contrôle l'aéroport et la République démocratique du Congo? C'est parce que c'est une partie qui échappe au gouvernement. Non, mais vous ne pouvez pas, ça ne vous autorise pas de pouvoir tenir de tels discours. D'accord? Ça c'est séparé. Ça c'est l'idéologie séparatiste, ça. Purement séparatiste. On doit être très prudent par rapport à certaines choses. Par rapport à la gouvernance entre l'opposition, par rapport à la situation sécuritaire au pays. Aujourd'hui, l'opposition revendique les dialogues. Pour résoudre la question sécuritaire, d'abord les Congolais doivent se parler. Voilà. Tout ça, c'est la chanson de tous les... Ouais. Vous connaissez d'ailleurs ma démarche par rapport à cela. Allez-y. D'accord? Et mon approche. Moi, je ne suis pas dans l'approche d'un dialogue inclusif, non. Je ne suis pas dans l'approche d'un dialogue inclusif, mais je suis plutôt dans l'approche d'un dialogue exclusif, réservé aux Congolais qui n'ont pas pris les armes. Parce qu'aujourd'hui, on a face à nous des gens qui, hier, ont été les auteurs de la constitution que nous avons aujourd'hui. Et dans le préambule de cette constitution, on nous dit que les Congolais ont décidé résolument de ne pas pouvoir recourir aux armes comme mode de gestion ou d'accession au pouvoir. Mais ceux qui étaient les auteurs, les signataires des accords, ceux qui avaient validé ces accords, ceux qui avaient bâti campagne pour la mise en place de cette constitution, aujourd'hui, certains ont tourné le dos contre l'État. Ont pris les armes pour pouvoir prendre le pouvoir. Et les raisons? Non, les raisons ne sont pas fondées. Aucune raison ne peut justifier la prise des armes, la tuerie, les massacres, d'accord, et la violation des droits humains. Ça ne peut pas se justifier. Quand, par exemple, les raisons qu'évoque Nanga, Félix a escroqué Kinga Bakari Mini Nanga. Et c'est pour ça que Nanga prend les armes. Et Kabila, c'est quoi ces raisons? Mais Kabila n'a aucune raison. Quelle est la raison de Kabila? Dis-moi, cher Daniel, est-ce qu'il y a un bien que vous connaissez de Kabila qui a été saisi? Il a été condamné. Non, avec un procès je parle, jugé. est-ce qu'il y a un bien? Non, a été condamné avant ou après? C'était fait avant ou après? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans pour autant qu'un acte puisse être posé? Non. Citez-moi un bien de Kabila qui a été saisi. Aucun. Citez-moi un membre de la famille de Kabila qui a été menacé de mort et qui a été emprisonné. Non. D'ailleurs, son frère, Kyungu Kabila, Jean-Claude, d'accord, Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il l'a trouvé en prison. Mais il a été gracié par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'accord? Donc, ces jours, le parti PPRD de Kabila n'a pas été exclu dans le processus électoral. Que vous avez Plutôt, PPRD s'était auto-exclu dans le processus électoral. Personne n'avait interdit au PPRD de pouvoir candidater ses candidats au niveau local, provincial et au niveau national. Et n'ont pas été exclus de pouvoir
déposer une candidature à la magistrature suprême. D'accord? Ça n'a pas été le cas. PPRD, de 18 ans ou de 15 ans qu'il a fait au pouvoir, PPRD n'a pas un siège social propre à lui. D'accord? Alors que le siège social, c'est parmi les éléments de la viabilité d'une institution ou d'une structure. Mais quand un parti qui a dirigé pendant 18 ans un pays, qui a eu des secrétaires généraux tout puissants, des secrétaires généraux qui ont brigué des mandats institutionnels, qui ont eu à acheter et à construire des immeubles, d'accord, mais qui ont été incapables de pouvoir doter les partis PPRD d'un siège national. Mais c'est une honte. Un tel parti n'est appelé qu'à disparaître. Regardez même l'attitude. Il y a une question qui revient à tout moment. C'est pourquoi vous voulez exclure ceux qui ont pris les armes alors que vous négociez avec eux à Doha? Non, écoutez, s'il vous plaît, je ne suis pas le gouvernement. Non, j'ai dit, voilà. On analyse l'attitude. Voilà. Je ne suis pas au gouvernement, mais par rapport à mes propositions, je proposerai que nous puissions aller dans un dialogue exclusif, exclure d'abord ceux qui ont trahi, donné le dos au pays, pour des raisons personnelles et pour des conflits interpersonnels, d'accord, qui n'ont rien à voir avec les aspirations du peuple congolais, d'accord, qui soient d'abord exclus. Que nous puissions parler d'abord de l'État congolais et des questions sécuritaires et des questions électorales. C'est pas cette Parce que ce sont des questions qui peuvent... C'est pas cette position-là qui aggrave les choses. Non, s'il vous plaît, on lance d'abord dans ces débats-là, dans ces dialogues-là. Maintenant, si nous sommes d'accord qu'il faudrait d'abord exclure ceux qui ont pris les armes, parce que d'une manière ou d'une autre... C'est ça d'orgueilleux de ne pas... Non. Si aujourd'hui on inclut tout le monde, Dr Denis Mukwege, et tous les autres partis qui n'ont pas pris le pouvoir contre le pays, d'accord, et qui continuent à dénoncer et à condamner l'attitude de certains Congolais qui ont été soudoyés par Kigali et qui ont tourné le dos à leur pays. Cher Daniel, est-ce qu'on se mettait ensemble? On parlait des problèmes congolais. Oui. Et après, on lève des options. Et à l'issue de ces options-là, on peut voir maintenant comment aller rencontrer les autres. Parce que si aujourd'hui, on se met dans une logique où il faudrait aller directement dans un dialogue inclusif, on inclut tout le monde dans ces dialogues-là. Mais on va arriver, s'il vous plaît, on va arriver dans un dialogue de type Sun City qui nous a rien produit. Si c'est pour la non, paix, que s'il vous plaît, 20 ans après, qu'est-ce que les accords de Sun City nous a produit? 20 ans après, qu'est-ce que ça nous a produit? Rien. Rien. Parce que ces jours, on a un ancien président qui est reproché par la justice congolaise, qui est reproché d'avoir pris les armes contre l'État, qui légitime un mouvement que lui-même avait combattu. Ok. Vous avez parlé de l'opposition. Du coup, dites-nous également, oui, vous aurez la parole, il reste quelques minutes. Qu'est-ce que reprochez-vous au gouvernement? Vous avez parlé de l'opposition et consorts. Non, nous tous, nous devons parler un même langage. Le gouvernement, l'opposition, ça n'existe pas pour moi. Nous tous, nous sommes des Congolais. Parce que quand vous parlez nous avons un dénominateur commun. L'exclusion, non, l'exclusion de ceux qui ont pris les armes. Mais j'ai parlé de l'exclusion. Il faudrait exclure. Ils sont sains et personne n'a péché. Non, nous parlons. Qui doit être exclu maintenant dans le gouvernement congolais? Qui doit être exclu? C'est le président, les régimes de Kinshasa qui doit être exclu. C'est ce que vous voulez. Alors, si le régime de Kinshasa est exclu, alors qu'il va vous organiser les dialogues et les recommandations, qui vous allez les soumettre à qui? Qui sera tenu comme responsable de ces résolutions, de pouvoir tenir ces résolutions? Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, si on ne tient pas un dialogue pour parler des problèmes des Congolais, d'accord, par rapport à la situation qui prévoit à l'est du pays, avec l'occupation, avec certaines zones de la République démocratique qui sont occupées, qui aujourd'hui arrivent même jusqu'à 10%, d'accord, en 2028, ne pensons pas qu'il y aura une quelconque élection. D'accord? Alors, c'est le moment de pouvoir aller en un dialogue pour parler des questions sécuritaires et des questions électorales. Et soyons clairs par rapport à cela. Alors, bien noté. Monsieur Marus. Monsieur Héry a parlé de beaucoup de choses. D'abord, il faut, par rapport aux questions
l'opposition à l'interne et tout. Ouais. Il a d'abord commencé par parler de la politique française par rapport à notre situation à l'interne ici. Nous devons savoir, nous devons savoir une chose, que Macron et le français sont unanimes par rapport à la situation de notre pays. Ils ont dit... Unanimes? Oui. Ils ont organisé toute une conférence sous les S'il vous plaît, les chefs de l'État. ils ont un langage. Et même dans ces conférences-là internationales, s'il vous plaît, ils ont dit que la solution au problème congolais ne viendra pas d'eux. C'est à nous, Congolais, de traiter nos problèmes à l'interne. Mais nous ne pouvons rien attendre de la France. Et vous allez voir, ils ont souligné un élément très important. Macron leur avait dit de travailler sur la justice traditionnelle pour que tous les crimes que nous avions connus dans notre pays soient poursuivis. Et quand on parle de tribunal, de la justice traditionnelle, on fait directement allusion au rapport mapping que pose Dr Denis Mukwege. Et ce rapport mapping-là met en cause le Rwanda et beaucoup d'autorités rwandaises qui doivent être poursuivies par la justice internationale par rapport aux crimes que nous avions faits dans notre pays. Et parmi les Congolais, beaucoup sont dans les gouvernements. Beaucoup sont dans la rébellion. Vous voyez? Beaucoup sont dans la rébellion. La question que je me pose, pourquoi le gouvernement congolais ne travaille pas pour que la justice traditionnelle soit mise en œuvre? Pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas attendre le Dr Denis Mukwege sur la question de la justice dans notre pays? Vous avez vu ce qui est arrivé à qui? À Roger Lumbala. On va terminer sur cette question. Ce qui est arrivé à ces messieurs-là. Le gouvernement congolais demande à ce que le monsieur puisse rentrer ici et que la France n'a pas la compétence de le juger. Il faudra qu'il soit jugé à Kinshasa. Non, la France a la compétence. Et pourtant, la France, à travers ce qu'on appelle principe universel, la France a la compétence de le juger. Oui. Mais le gouvernement de Kinshasa a monté au créneau. Disons, l'avocat de Roger Lumbala a monté au créneau disant que non, c'est la violation de l'intégrité, de la souveraineté. Non. C'est là, c'est pas les gouvernements. Ça, c'est un test qu'on fait maintenant au gouvernement congolais. Nous portons les génocides. Nous voudrons à ce que les génocides soient reconnus, les génocides congolais, au niveau international. Nous devons faire preuve maintenant à l'interne d'être pour que la justice soit effective. Et donc, il ne faut pas accuser toujours la France. La responsabilité nous incombe, nous, pour établir l'autorité de l'État, la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Vous êtes allé le gouvernement de Kinshasa, le président Tshisekedi, est allé organiser à Paris la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Nous, Mukwegistes, Dr Denis Mukwege, parle de la conférence internationale pour la paix dans la région des Grands Lacs comme solution durable au conflit. Ce que Tshisekedi est allé faire en France avec Macron, c'était une conférence humanitaire. Ce n'était pas une conférence pour la paix. Il est allé demander quoi? La mobilisation de fonds pour l'aide humanitaire, la réouverture de l'aéroport international de Goma, l'ouverture des couloirs humanitaires. Effectivement, nos populations ont besoin de l'aide humanitaire. Mais pourquoi on en arrive là? C'est parce qu'il y a l'absence de la paix. Donc la logique de Tshisekedi, c'est de soutenir la paix. On ne peut pas soutenir la paix qui n'existe pas. Il faut commencer par construire la paix. On n'a pas la paix, il faut d'abord la construire. Donc, ce que nous sommes allés faire en France, ça ne va pas aider aussi. Pour revenir maintenant à la question à l'interne. Toute l'opposition réclame les dialogues. Ok, messieurs les journalistes, nous, Mukwegistes, permettez-moi de revenir sur ça. Et Dr Denis Mukwege, nous avions donné des solutions, n'est-ce pas? C'est quoi la solution? Pour revenir à une paix durable. L'opposition politique aujourd'hui, dans son ensemble, lorsque l'accord de paix a été signé à Washington, tout le monde avait salué. A commencé par Martin Fayoulou. Tout le monde avait salué. Tous les opposants. Dis-moi qui est cet opposant-là qui n'avait pas salué l'accord de Washington. Il est resté seulement. Kaboun avait salué. Martin Fayoulou avait salué. Delis Sanga avait salué. Tous ces opposants que vous voyez là, ils ont tous salué l'accord de paix. Lorsqu'il a été signé. On a accusé Katumbi d'être derrière tout ce qui a... Katumbi aussi a salué. Non. Kabila a salué. Il n'y a que Dr Denis Mukwege qui avait lancé un cri d'alarme et dit au gouvernement, vous venez de commettre une erreur que vous n'aurez pas dû commettre. Avoir ces accords que vous venez de signer, c'est vous venez de mettre encore en mal notre intégrité et notre souveraineté. Le Rwanda ne veut pas la paix. Le Rwanda, il est dans sa logique. C'est d'annexer la partie est de notre pays. C'est de piller nos minéraux. Vous ignorez la justice, vous légitimez le Rwanda, vous blanchissez le Rwanda. Il n'y a que Mukwege qui s'était opposé à cet accord-là. Aujourd'hui,
tous ces opposants-là sont en train de donner aujourd'hui raison à doter Denis Mukwege. Le gouvernement de Kinshasa a compris qu'à travers Kaikwamba, ils avaient commis une grosse erreur de signer ces accords-là avec le Rwanda. C'est ainsi. Monsieur les journalistes, je ne sais pas quand est-ce que vous avez vu Mme Kaikwamba parler encore de l'accord de Washington. Il n'en parle pas. On attend la rencontre entre... Elle n'en parle plus. Ça veut dire qu'elle-même... La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame... Elle-même, Mme Kaikwamba, elle-même, avait dit qu'elle ne sait pas... Après la signature, elle avait dit qu'elle ne savait pas la paix à camp. Parlant de la solution, les opposants, ils s'en tiennent sur le dialogue inclusif. Nous, Mukwegistes, nous sommes d'accord avec le pacte social proposé par le prêtre. Donc, le dialogue inclusif, comme le propose le prêtre catholique. Mais avant ce dialogue-là, nous disons que nous devons d'abord travailler pour assurer l'intégrité et la souveraineté de notre pays. On ne peut pas aller en dialogue pendant que l'M23 est sur terrain, pendant que nos populations sont sous les jougs du Rwanda. Il faut d'abord travailler sur le retour de l'intégrité et la souveraineté. Et cela serait possible si le gouvernement congolais avait tenu à bras le corps la résolution 2773. Parce qu'au moins cette résolution-là allait dans le sens de faire respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Demander le retrait immédiat du Rwanda et du M23. Ça veut dire quoi? Quand il se retire, ça permet au gouvernement congolais d'étendre son autorité, surtout de l'étendre. Le démantèlement de l'administration parallèle mis en place par Nanga. Vous savez que chaque territoire où Nanga occupe, il chasse l'administration traditionnelle et il impose ses hommes. Des compatriotes congolais, des patriotes congolais qui ont fui les zones occupées par Nanga aujourd'hui, qui est dans l'administration. Nanga les a tous chassés. C'est cette administration-là que la résolution demandait à ce que ça soit démantelé. Donc avec cette résolution-là, on pouvait travailler. On pouvait demander à ce que les sanctions continuent à tomber sur le Rwanda. Mais vous avez vu le chef de l'État récemment, ici à Bruxelles, il a dit abandonner les sanctions, mais il a tendu la main à Kagame pour une paix de brave. Kagame n'est pas un homme de paix. Kagame n'est pas un homme de paix. Et donc, la solution au problème que nous avons, ce n'est pas seulement le dialogue. Il faut penser à des solutions aussi. Je parlais de la résolution 2773. J'ajoute aussi la tenue de la conférence internationale pour la paix en RDC. Pas une conférence humanitaire. Une conférence qui va mettre encore à table les acteurs majeurs de ces conflits. Ça veut dire que le pays de la sous-région, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, le Kenya, tous les pays frontaliers, les organisations multilatérales, le pays propriétaire de multinationales, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui était signataire de l'accord d'Addis Abeba, mais également doté de Mukwege, ajoute au regard de l'évolution de la situation, les opérateurs économiques du secteur privé, qui achètent illicitement les matières premières, qui ont besoin, n'est-ce pas, des minerais stratégiques dans notre pays pour la transition énergétique. Terminé alors. Ok, bon, c'est ça, comme je disais, des solutions que nous avons. Donc, il n'y a pas que le dialogue, parce que le dialogue, nous en avons connu, ce qu'on demande, presque, il a dit, M. Herry, dialogue de Sun City, c'est presque le même format. Aujourd'hui, 20 ans après, nous revenons à la case de départ. Donc, rien n'a été fait. Donc, le dialogue, oui, mais il faut penser à la tenue de la conférence internationale sur la paix en RDC, appuyer sur la résolution 2773, en fait, de booster dehors le Rwandais et le M23, démanteler le M23, et ça pourra nous aider à sortir de la crise. On termine avec vous. Alors, votre réaction, on retient quoi pour aujourd'hui, mais on a la dernière question, c'est lié au dossier Roger Lumbala. Je ne voudrais pas, au-delà de tout ce qu'il y a comme question juridique, ça, ce n'est pas notre problème. Sur le plan politique, c'est quoi la leçon que nous retenons dans tout ça après plusieurs années? Notre frère, depuis 2021, est aux arrêts en France. Qu'est-ce que ça nous fait en tant que Congolais et autres? Terminons d'abord la question liée à la situation sécuritaire et puis on termine dans les quelques minutes qui nous restent. Moi, je pense par rapport à la situation sécuritaire, c'est que nous, Congolais, nous devons nous battre pour notre sécurité. Okay. Personne ne viendra ramener la paix dans notre pays. Nous devons donner notre vie pour construire la paix et la sécurité dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la paix, si nos frontières sont sécurisées, personne ne viendra mettre la main sur les richesses du Congo. Et on a parlé de l'absence de l'autorité de l'État ici à Kinshasa, mais que dire au-delà de nos frontières?
Ah ben, nous devons tous travailler, je pense. Ce n'est pas une question, la question de ce n'est pas une question qui est liée seulement à ceux qui gouvernent. Évidemment, c'est à eux de pouvoir nous pondre de politique. Mais au-delà de tout, nous, peuple congolais, nous tous, nous sommes appelés à être mobilisés pour sécuriser nos frontières. Dénoncer des gens que vous estimez être suspects. Dénoncer ceux vous estimez qui menacent l'intégrité de votre pays. Dénoncer ceux qui prennent, qui posent des actes criminels qui sont tout autour de vous. Nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour construire cette paix et cette sécurité. La capitale Kinshasa. Nous avons tous les ministres nationaux. Mais nous avons c'est une question criante. C'est ce que nous disons, parce que la population fait sa part. Quand la population dénonce dans les médias qu'il y a les Koulouna, il y a ceci, la population fait la dénonciation. La population s'arrête là. Mais après la dénonciation de la population, ceux qui détiennent ces secteurs doivent pouvoir agir pour amener la paix. Mais on attend il y a un certain attentisme au sein du ministère de l'Intérieur par rapport à la gestion sécuritaire de la ville de Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur n'agit pas au sein de la ville. Et même la police, en fait, toutes ces questions... Ça mérite... Il nous faut une nouvelle police nationale. C'est-à-dire? Il nous faut une nouvelle police. Parce que quand je vois l'attitude de nos policiers, comment est-ce qu'ils se comportent devant les civils, alors que c'est eux qui sont censés sécuriser et protéger le bien des civils. Mais est-ce que, quand vous-même, quelle conception et perception vous avez vis-à-vis d'un policier? Et quelle perception et conception le policier a vis-à-vis d'un civil? C'est sur cette question qu'il faut travailler, même lors de leur recrutement, lors de leur formation. Je crois qu'il faudra... Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont aussi l'éthique? Est-ce qu'on les enseigne l'éthique professionnelle et la déontologie professionnelle? Parce que si on les enseigne toutes ces histoires-là, ça va changer leur perception et leur conception de ce qui est bien de l'État, de ce qui est bien privé, de ce qui est civil, de ce qui n'est pas civil. D'accord? Et ça va agir sur leur intellect et ça va se démontrer par rapport à leur comportement. Très bien. Je crois que le ministre de l'Intérieur doit mettre beaucoup de moyens en termes de ressources financières, ressources humaines et logistiques pour la sécurité de la ville de Kinshasa. Surtout dans cette période de festivités que nous venons d'entrer. 2 minutes. Vous avez totalement lu la lettre qui a été adressée à un membre du gouvernement sur ces dossiers qui, apparemment, jusque-là, votre lecture dans les 2 minutes, je commence avec vous, on va terminer avec vous. Ah oui. Ouais. La lettre, vous parlez de la lettre de Roger Lumbala adressée à M. Jean-Pierre Bemba. Nous, en tant que Congolais, les leçons morales aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'Est. Donc, de manière ramassée, votre point de vue, on retient quoi surtout dans tout ça? Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, ce sont des crimes imprescriptibles. Ça veut dire que même 20 ans après, pendant que tout le monde semble oublier ce qui a été fait, on peut vous poursuivre et vous condamner. 20 ans presque après, qu'elle fait plus de 25 ans même, les effets ont eu lieu, les crimes ont eu lieu, pour lesquels M. Roger Lumbala est accusé comme complice. Aujourd'hui, il est poursuivi. À un moment, j'avais suivi une vidéo où il disait que tout ce qu'il a posé comme acte, la vidéo dans laquelle il parlait, ça date aussi de 20 ans, il disait qu'il assumait. Ouais, il assumait. Il assumait tous ses actes. Et il ne regrette pas. Ça, c'était son langage. Aujourd'hui, il doit accepter d'assumer et de faire face à la justice. Et c'est là que aussi le gouvernement congolais a la responsabilité. Nous sommes en train de nous battre pour que la justice soit faite au Congolais. Le gouvernement congolais mène une campagne médiatique pour la reconnaissance du génocide au niveau international. Pour que la justice soit faite. Les acteurs ou les auteurs de ces crimes circulent librement. Oui. Aujourd'hui, la France lance, n'est-ce pas, donne l'élan, commence à poursuivre. Le gouvernement congolais a l'obligation de coopérer, de collaborer et d'emboîter les pas pour que tous ces criminels-là soient jugés. Aujourd'hui, on est de nous dire que la France n'a pas la compétence de juger tel. Il faut comprendre que moi je ne suis pas juriste, mais j'estime que le droit est complexe, très complexe. Il y a un principe de droit international
qui parle de la compétence internationale. Certains pays, dans leur la compétence universelle, certains États ont mis ça dans leur législation pour juger les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. La France, la Belgique, le pays de la Scandinavie, Suède, Norvège, ils ont ce privilège-là. Quand quelqu'un qui a commis des crimes sur un territoire, sur un autre territoire, outre que leur pays, et ils ont adhéré à... Vu que ce principe-là est inscrit dans la justice, ils ont pour rôle de poursuivre ces... Ils sont compétents. Ils sont compétents de poursuivre les criminels. Et aujourd'hui, c'est le cas pour Roger Lumba. La leçon morale aujourd'hui. La leçon morale... Chaque chose à son temps. Tôt ou tard... C'est ça, je l'ai dit. Le crime imprescriptible, tôt ou tard, peu importe le nombre d'années que cela peut prendre, finissent toujours par être jugés. Et donc, c'est une leçon pour la RDC de travailler sur la justice. Parce que si la justice était activée depuis bien avant, tous ceux qui ont pris les armes contre le pays, tous ceux qui tuent les Congolais, allaient réfléchir plusieurs fois avant de prendre les armes contre notre pays. On termine avec M. Héré. Sur cette question, on retient quoi, selon vous? Eh bien, les temps et les meilleurs alliés du peuple congolais. On a vu comment est-ce que voilà, on a vu comment est-ce que les effets commis il y a 20, 30 ans passés ont rattrapé Roger Lumba. Donc nul ne peut s'auto-exclure dans un processus de construction de la paix. D'accord. On a vu des gens, nous l'avions dit. Ça c'est un bon élément. On a vu des gens, d'accord, qui ont signé l'accord, qui ont dit même que la voie, le recours aux armes comme mode d'accession au pouvoir est exclu. Résolument, ils avaient fait cela. Mais quand on les voit revenir à recourir encore aux armes pour revenir au pouvoir, c'est cela la plus grande question que nous tous nous devons nous poser. Est-ce que ces gens-là, on doit encore croire à eux? 30 ans après, 20 ans ou 30 ans après la signature des accords de Saint-City, on doit se poser mille et une questions quant à sa mise en œuvre. Comment ça a été mis en œuvre? Est-ce que les partis ont respecté leur engagement? Est-ce qu'on doit toujours continuer à intégrer ceux qui prennent les armes, ceux qui tuent? On doit toujours les glorifier et les couronner par des postes politiques, par les intégrations. Est-ce qu'on doit toujours les exempter des poursuites judiciaires? D'accord? Parce que si on l'exempte des poursuites judiciaires, mais les âmes de ces gens-là qui ont été massacrés, tués, d'accord, ne reposeront jamais en paix. Et tant que ces âmes-là ne reposeront jamais en paix, ça c'est la partie spirituelle maintenant de la construction aussi de la paix. Croyez-vous qu'il y aura la paix dans ces zones-là? Non. Merci. Et tous les victimes de ces atrocités-là, les gens qui sont victimes d'amputation, des parties, des membres de leur corps, quand ils voient ces gens-là circuler, quand ils voient leurs violeurs circuler, s'enrichir, briguer des postes au plus haut niveau de l'État, comment est l'attitude de ces gens-là? Je crois qu'on doit se poser mille et une questions quand on veut lever une option, prendre une décision contre la République. Merci beaucoup, Monsieur Marius. Merci beaucoup, Monsieur Héré. Nous avons fini ces magazines. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.